En 2023, nous avons été des millions en grève et en manifestation contre le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans imposé par 49.3. Et aujourd'hui, gagner l'abrogation de la réforme des retraites 2023 est toujours partagé par 2 Français sur 3. Le 5 juin prochain, pour la première fois, les députés vont pouvoir s'exprimer pour ou contre l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. 64 ans, mais sérieux, alors qu'à 62 ans, un salarié sur 2 n'est déjà plus en emploi ou que 10 millions de salariés sont exposés à de fortes contraintes physiques. 64 ans, ça ne passe pas. Il faut abroger la réforme et revenir aux 62 ans pour ouvrir le chemin vers le retour à la retraite à 60 ans et avant encore pour les métiers pénibles. Alors pour gagner l'abrogation, pour les salaires et l'emploi, participons toutes et tous le 5 juin aux mobilisations partout en France et interpellons nos députés grâce à la plateforme alloparlement.fr. Réforme des retraites, Sophie Binet appelle à une journée de grève le 5 juin. La secrétaire générale de la CGT plaide une nouvelle fois pour l'abrogation de la réforme des retraites. L'UCR-CGT pointe notamment le projet du gouvernement de supprimer les 10% d'abattement fiscal attribués aux retraités. En marge de la manifestation du 1er mai, qui a démarré de la place d'Italie à Paris, à 14 h, Sophie Binet a d'ores et déjà annoncé une nouvelle journée de manifestation et de grève, le jeudi 5 juin prochain. La secrétaire générale de la CGT appelle une nouvelle fois à l'abrogation de la réforme des retraites. La journée de mobilisation du 5 juin se tiendra le jour de l'examen d'une proposition de résolution des députés communistes visant à abroger la réforme, qui donnera lieu à un vote à la portée symbolique, lors de la « niche » parlementaire de leur groupe. Dans un communiqué du 28 avril, l'Union confédérale des retraités de la CGT appelle l'ensemble des retraités à se mobiliser massivement, le 5 juin, aux côtés des salariés, du privé comme du public, pour la revalorisation des pensions et la reconquête d'une protection sociale intégrale et solidaire. L'UCR-CGT pointe notamment la mesure envisagée par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui n'écarte pas la suppression de l'abattement fiscal de 10% des retraités. Cet abattement, en vigueur depuis 1978, visait à neutraliser les réformes du calcul de l'impôt sur le revenu et à atténuer, en partie, la perte de revenus au passage à la retraite, souligne la branche du syndicat. L'UCR-CGT précise par ailleurs que la suppression de cet abattement fiscal affecterait plus de 11 millions de retraités qui verraient leur taux d'imposition augmenter et plus de 500 000 retraités qui deviendraient imposables. Pour l'heure, il n'y a pas d'intersyndicale. Chaque organisation a sa propre culture et sa propre histoire syndicale, souligne Sophie Binet. La semaine dernière, le ministre de l'Économie, Éric Lombard, a confirmé sur France Info que la suppression des 10% d'abattement fiscal n'était pas tabou. De son côté, Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR, expliquait ne pas vouloir d'augmentation d'impôts sur quelque Français que ce soit. Le député a assuré qu'il s'opposerait à cette mesure et qu'il ne voterait pas de budget qui comporte cette mesure pénalisant les retraités. Merci d'avoir répondu à l'appel intersyndical de la CGT, de la FSU et de FO concernant cette journée de mobilisation. Alors on n'est pas très nombreux, mais on s'en doutait un petit peu. Alors on a prévu un parcours au cas où, donc on prendra la décision collective de faire ou pas la manifestation en fonction du nombre fondé. Donc on passera un vote, je pense que ça sera la meilleure des choses. Alors aujourd'hui, les députés ont voté l'abrogation de la réforme de retraite dans le cadre d'une proposition de résolution. En fait, c'est une résolution qu'ils vont voter. C'est pas l'abrogation, malheureusement. Mais c'est un premier pas. Et un pas plus sympa, et ben c'est comme ça qu'on mène des grands chemins et qu'on arrive à notre objectif. Si on est présent devant l'hôpital, c'est pour exprimer haut et fort notre soutien à cette résolution d'abrogation de la contre-réforme des retraites, passée en coup de force à grand coup de 49.3. Nous n'en voulons toujours pas. Nous exigeons son abrogation, comme la grande majorité de la population, même si elle n'est pas avec nous aujourd'hui, on sait que par les sondages, qu'elle nous soutient. Des alternatives existent pour financer nos retraites. Comme par exemple, augmenter les salaires, et je pense que personne ne dira le contraire. Garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Lutter contre le chômage.
et la précarité, et taxer les hauts revenus et les dividendes. Tout ça, ça permettrait largement de financer nos retraites. Ce gouvernement refuse obstinément d'écouter les propositions portées par la CGT. Il a choisi d'ignorer les travailleuses et les travailleurs, ainsi que la majorité des Français. Face à cette injustice, la mobilisation est notre seule réponse possible. La Cour des comptes vient de passer au scanner l'une des politiques publiques les plus controversées en matière d'emploi, les allègements de cotisations sociales accordés aux entreprises. Après un examen approfondi, la conclusion de la haute juridiction, dans un rapport diffusé le lundi 26 mai, est très claire. Il est nécessaire de réduire le volume d'un dispositif induisant des dépenses de plus en plus massives, alors que sa pertinence est incertaine. Alors c'est vrai que quand on lit une phrase comme ça, on peut se poser des questions. Eh bien depuis une trentaine d'années, les gouvernements successifs ont cherché à atténuer ce qu'ils appellent le coût du travail. Vous avez tous entendu parler dans les médias, partout, dans la presse, le coût du travail. En diminuant les cotisations sociales, donc notre salaire mutualisé. Ça fait des années qu'on diminue nos salaires et qu'on dit rien, qu'on se laisse faire. Mais notre travail, c'est pas un coût, c'est une richesse. Sans notre travail, pas de profit possible pour le capital. Ce sont les profits du capital, en constante augmentation depuis les années 70, qui sont un coût. Et ce sont les entreprises qui sont les assistées dans notre pays. Le volume des aides aux entreprises en termes d'allègement de cotisations sociales a presque quadruplé en une décennie, passant de 21 milliards d'euros en 2014 à 80 milliards d'euros à peu près en 2024. Selon les magistrats de la rue Cambon, la distribution de cette manne, soumise ni à condition ni à contrepartie, a généré en 2023 un SMIC en France parmi les plus faibles au sein des pays développés. Donc quand on arrête de nous dire qu'on coûte cher, ce n'est pas vrai. La Cour pense que l'ampleur des exonérations pourrait être comprimée de manière à faire entrer un peu plus d'argent dans les caisses et contribuer ainsi à la résorption du déficit de la sécurité sociale, qui a atteint 15 milliards, à peu près 15,3, en 2024. Mais c'est quoi ce déficit? Alors, si je me rappelle bien, pendant le Covid et pendant les Gilets jaunes, il y a eu plein de choses qui se sont passées et qui ont impacté nos cotisations sociales. Pendant les Gilets jaunes, ça a été la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en exonération de cotisations sociales. C'est-à-dire que là, un crédit d'impôt pour les entreprises a été pris en charge par nos salaires, parce que les cotisations sociales, c'est nos salaires. Mais pendant le Covid, ils ont remis ça, puisque la sécurité sociale, on parle de déficit depuis des années, eh ben on lui a pris, je ne dis pas de bêtises, 70 milliards pour financer les entreprises en difficulté avec le Covid. Donc on a endetté la sécurité sociale avec une caisse qui s'appelle la CADES, qui devait normalement avoir remboursé toute la dette de la sécurité sociale en 2025, eh ben on a rendetté pour des années. Donc effectivement, il y a une dette. Et la dette qu'on paye aujourd'hui, c'est la dette Covid, la dette des aides aux entreprises. Donc dans les éléments de rémunération, aujourd'hui, dispensés de certains types de prélèvements qui pourraient y être assujettis, on a par exemple l'intéressement, la participation, comme l'a mentionné M. Moscovici. C'est même pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Ils donnent le bâton pour se faire battre. 80 milliards d'exonération de cotisations sociales pour les entreprises, moins 15 milliards de soi-disant déficit, cela fait 65 milliards de bénéfices. Ou alors je ne sais plus compter. Donc la preuve est faite que les assistés, ce ne sont pas ceux que les médias et le patronat nous rabâchent à longueur de temps, ce sont bien les entreprises.
Mais ces 80 milliards, ils devraient être compensés en totalité par l'État. Ce qui n'est pas le cas, puisque la Cour a identifié un manque de compensation de 5,5 milliards, soit un tiers du soi-disant déficit de la sécurité sociale. Donc même l'État nous vole tous les ans plus de 5 milliards. Maintenant, ce gouvernement veut mettre en place une TVA dite sociale pour compenser une nouvelle baisse de cotisation en faisant croire aux salariés que cela va augmenter leur salaire. Mais cela va à nouveau profiter aux entreprises et diminuer notre pouvoir d'achat et celui de tous les Français en augmentant les prix de 4 à 5%. Pour la proposition de mettre une part de capitalisation dans le financement de nos retraites, ceux qui pensent que cela permettrait d'améliorer la situation sont soit hors sol, soit du côté du capital, qui y voient une manne financière supplémentaire. Pour le comprendre, il suffit de s'intéresser à ce qui s'est passé avec la crise des subprimes aux États-Unis. Le salaire, c'est l'expression de la valeur de notre travail, et pas seulement un chiffre à la fin du mois sur notre compte en banque. Notre salaire finance aussi notre protection sociale. Les cotisations sociales prélevées chaque mois sont mutualisées et redistribuées à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Les malades, les accidentés, les retraités. C'est ce qui fonde notre modèle social français depuis 80 ans. Un des meilleurs au monde, aujourd'hui attaqué par des politiques d'exonération et de pression sur les bas salaires. Le salaire net, c'est pour le mois. Le salaire brut, ça donne des droits. Si nous avons choisi de nous rassembler ici devant l'hôpital, c'est aussi pour montrer notre soutien au personnel hospitalier. Les soignants exercent des métiers éprouvants, physiquement et psychologiquement. Beaucoup finissent leur carrière cassée, usés par des horaires décalés. Les sous-effectifs sont devenus une habitude et les charges de travail sont toujours plus lourdes. Il est inacceptable de leur demander de travailler encore plus longtemps. Cette réforme est une attaque directe contre leur santé, leur dignité et leur reconnaissance professionnelle, mais aussi contre la sécurité sanitaire de notre pays. Nous l'affirmons haut et fort, augmenter les salaires, sécuriser l'emploi, remettre à plat les exonérations de cotisations sont des moyens pour revenir à une retraite à 62 ans maintenant, puis à 60 ans en taxant les profits boursiers et toutes les rémunérations non soumises à cotisation sociale comme l'intéressement et la participation. Les travailleuses et les travailleurs sont fatigués car dans toutes les entreprises et les services publics, la surcharge de travail et les conditions de travail se dégradent. Chaque jour, les manques d'effectifs sont criants, les accidents de travail et les maladies professionnelles en augmentation. Ensemble, faisons entendre notre voix pour une société meilleure, avec une meilleure répartition des richesses et pour un droit à la retraite digne pour tous. Merci d'être là aujourd'hui, je crois que c'est important, même si symbolique, mais le symbole est important aujourd'hui, comme tu l'as dit. Une résolution concernant l'abrogation de la réforme des retraites a été votée. Je rappelle, mais vous le savez tous, que cette réforme des retraites est passée en force, sans vote, contre l'avis de la population. 83% étaient derrière nous lors des grandes manifestations, et on n'a rien perdu, puisque jusqu'à présent, personne n'a voté cette réforme des retraites. Je le rappelle, elle est passée en force. Aujourd'hui, on continue à essayer de revenir sur nos droits, sur nos acquis, sur nos conquis, comme aime le dire d'ailleurs la CGT. On le voit bien, ce gouvernement, au lieu de s'attaquer à la pauvreté, s'attaque aux pauvres. Au lieu de s'attaquer au chômage, s'attaque à ceux qui cherchent de l'emploi. Et aujourd'hui, rappelez quand même que la population, derrière nous, eh bien, est toujours contre cette réforme qui impactera chacun d'entre nous. La sécurité sociale, tout ce qui concerne effectivement des acquis de l'après-guerre, je crois que c'est important, c'est le lien entre les générations. Alors que ce gouvernement essaye d'opposer les anciens aux jeunes, eh bien, la CGT, FO aujourd'hui et la FSU sont là pour rappeler l'importance du vivre ensemble, de ce lien, de cette solidarité qui nous unit tous. Et je crois que c'est cette solidarité qu'on continue à faire vivre, qu'on continue, le lien qui existe entre nous. Aujourd'hui, eh bien, on est là pour le rappeler. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'être ici aujourd'hui pour le rappeler à la population et à travers les médias, à l'ensemble
du territoire. Merci à vous. C'est vrai qu'on vous remercie d'être présent. C'est pas la quantité qui fait, mais c'est la qualité. On sait que ceux qui sont encore au travail aujourd'hui évitent de partir parce que le pouvoir d'achat étant tellement médiocre qu'on ne peut pas se permettre de quitter son emploi pour venir faire une manifestation. Là, on perd 100 € et 100 € c'est quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, nous, à Force Ouvrière, c'est qu'on est d'accord avec ce qui a été dit il y a quelques instants, avec les revendications, c'est-à-dire la revalorisation des salaires et des pensions, la réforme de la fiscalité, les contrôles des aides publiques, parce qu'on donne des sous aux entreprises, mais on ne leur demande pas en échange quelque chose. On nous dit aujourd'hui qu'il faut garder les anciens au travail, il faut que leur expérience serve pour nos jeunes. Alors nos jeunes sont au chômage et les personnes d'un certain âge sont en attente de pouvoir percevoir leur retraite. Aujourd'hui, pour avoir une retraite décente, il faut avoir cotisé plus de 42 annuités. Aujourd'hui, pour avoir une retraite décente, je ne sais pas combien de temps il faut travailler, il y a des retraités qui gagnent 850 €. Je répète, 850 €. Est-ce qu'on peut vivre avec ça quand on voit déjà qu'un travailleur avec le SMIC a des difficultés de se loger, de se nourrir? Imaginez un petit peu. Aujourd'hui, on veut retirer aussi les 10% pour les retraités. Alors déjà, ça n'a pas beaucoup de revenus. Alors baisser de 10%, les impôts risquent de passer une tranche au-dessus et donc d'en payer peu, certes, mais c'est toujours de moins dans le portefeuille pour pouvoir se nourrir, se loger. Supprimer les exonérations fiscales et sociales. Messieurs les députés, les sénateurs, pourquoi vous ne mettez pas un petit peu d'argent dans la caisse? Un billet de 100 € tous les mois, vu ce que vous gagnez, vu ce que vous ramassez, ça serait peut-être plus facile pour vous que pour nous, un ouvrier qui gagne 1800 €. Et encore, il a déjà quelques années d'ancienneté. Nous voulons une vraie égalité aussi salariale entre les hommes et les femmes. Pourquoi il y en a qui gagneraient plus que d'autres à égalité de qualité de travail et de ponctualité? Le camarade, il y a un instant, parlait aussi du service public. Le service public, les hôpitaux, les écoles, les mairies, quand on dit qu'aujourd'hui, dans le service public, il y a trop de personnel. Je ne sais pas où ils ont trouvé qu'il y avait du personnel. On a embauché dans les hôpitaux. Ben, je sais pas, Lyon, elle a dû être exemptée, parce qu'on n'a pas vu plus d'embauches. Et je tiens aussi à rappeler, puisqu'on parle des soignants, il ne faut pas oublier que dans les hôpitaux aussi, il y a les administratifs, les techniques et les généraux qui participent à la vie des établissements. Et les pires, c'est dans nos maisons de retraite qui n'ont pas de direction. Ça va comme je te pousse, à Coulanges. Ils ont fermé l'EHPAD parce qu'ils sont en rupture de paiement. Ben, s'il fallait qu'on ferme toutes les institutions qui sont en rupture, qui ont des déficits extravagants comme l'hôpital d'Auxerre, eh ben, il n'y aurait plus beaucoup de services administratifs. Il n'y aurait plus beaucoup d'établissements publics qui fonctionneraient. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas parler à un ordinateur, je préfère parler à une personne physique qui va répondre à mes questions. Car aujourd'hui, il y en a qui sont au fin fond de notre France, de notre département, qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer, il n'y a pas de transport, il y a des zones blanches pour les ordinateurs, on ne peut pas se connecter. Et aujourd'hui, même, moi je prends toujours mon exemple, je me suis toujours, ça va peut-être faire rire, mais je suis aussi doué avec un ordinateur qu'une poule avec un couteau. Donc aujourd'hui, je ne peux pas accéder aux services publics. Donc tous les chômeurs, les retraités et les actifs, nous demandons une augmentation du pouvoir d'achat. Ce que je viens d'entendre, en fin de compte, ça fait 50 ans que je l'entends, malheureusement. Et je pense que pour les problèmes de la Sécu, c'est un choix de société, on ne dit pas assez. C'est un choix de société. Bon, ceci dit, c'est les 80 ans à la fin de l'année de la sécurité sociale. Je voudrais vous parler de nous, la CGT, et d'autres organisations après. Mais il faut savoir quand même, je dis ça pour les jeunes, qu'on a été les fondateurs de la sécurité sociale, et principalement dans Lyon. On a eu le camarade Didelot qui est arrivé à la Sécu en 1946, sans être élu, mais en étant désigné. Et à cette époque-là, il y avait 24 administrateurs
CGT à la Sécu. À cette époque-là, il y avait la CFTC qui a refusé de siéger à la Sécu parce qu'elle disait qu'il ne fallait pas instaurer un système obligatoire. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Après, en remontant, on a pu quand même s'associer avec les autres organisations syndicales au milieu de l'année, Force ouvrière, voire parfois la CFTT, ça a toujours été très difficile, bien sûr, mais on a quand même pu faire des choses ensemble. Pour preuve, d'ailleurs, dernièrement, en 2018, il y a eu l'inauguration de la stèle Ambroise Croizat et Pierre Laroque, et cette stèle a été vandalisée. Donc, au nom de la CGT, nous avons envoyé au maire d'Auxerre, au directeur et au président Force ouvrière, on leur a envoyé un mail pour leur demander de remettre cette stèle en place. Et comme par hasard, sur cette stèle, c'est la photo d'Ambroise Croizat qui a été enlevée. Alors il faut savoir qu'on a mis beaucoup de temps pendant toutes ces années à remettre Ambroise Croizat, ministre de la Santé, fondateur de la Sécurité sociale. Il a emmené Pierre Laroque avec lui en tant que directeur, mais il faut savoir quand même que c'est Ambroise Croizat, qui était aussi secrétaire de la métallurgie à cette époque-là, qui a créé la Sécurité sociale avec de la résistance, voilà, tout à fait. Donc voilà, je tenais à vous dire ça, et puis j'en profite, je sais que ça vous intéresse peut-être pas tant que ça, mais il y a des militants ici qui ont beaucoup donné pour la sécurité sociale. Il s'appelait Jean Angelini, dans le temps. Après, il y a une Trousière aussi, que moi j'ai connue, bien sûr. Il faut savoir aussi que nous étions pas toujours d'accord avec les autres organisations syndicales sur la manière d'avancer au niveau de la Sécu. Mais maintenant, on est un peu main dans la main, mais il est un petit peu trop tard, je le dis, parce qu'on a un peu moins de moyens, que si à cette époque-là, on se serait bien assemblé, ben la Sécu, elle n'en serait pas là. Et je vous répète que pour la Sécu, c'est un choix de société.